Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être présents ce soir. Merci Thomas d'être avec nous ce soir, de partager ton expérience et de prendre un petit peu de ton temps. Et Merci Fabrice de ton accueil, de ta capacité à pouvoir à m'avoir un peu boosté pour produire pour pouvoir produire ce document. Non, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager un petit peu finalement sa vision d'une certaine pathologie et j'ai un peu ces tips qu'on utilise au quotidien et finalement on se rend pas compte que ça pourrait largement aider les collègues. voilà. Bon, Thomas va nous présenter donc le syndrome de l'essuie-glace chez le coureur à pied, voir comment lui il fait pour traiter cette pathologie-là. Ce que je vous propose, c'est voilà, Thomas va présenter. Ça va durer une petite demi-heure. Et puis si vous avez des questions pendant ou surtout après, vous avez sur le côté droit le chat sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Et du coup, Thomas ou moi vous répondrons suivant les questions qui seront posées. On se laisse encore aller une petite trentaine de secondes le temps que tout le monde se connecte, parce que je vois qu'il y a encore des connexions qui se font. Et puis du coup, on va pouvoir commencer après. Et puis, merci à tous encore d'être présents ce soir. On attend une petite trentaine de secondes, Thomas, puis après, je te laisse faire. Ouais, sans problème, sans problème. Je suis prêt, je suis prêt. Tout a l'air de marcher correctement. Je vais quand même brancher l'ordi pour m'assurer qu'on ait de la batterie jusqu'au bout. Hop, c'est bon pour moi. Tu me dis quand tu veux que je démarre. Allez, vas-y, on est parti. Je te laisse faire. Bon, bonjour à tout le monde, bonsoir à tous. Alors ce soir, on va parler rapidement et on va intervenir parce que le sujet est beaucoup plus large que enfin, les 30 minutes suffiraient pas à couvrir l'étendue d'un sujet aussi large que le syndrome de l'essuie-glace chez le coureur à pied. Alors bon, il y a effectivement chez le coureur à pied, chez le randonneur, c'est tout ce qui impacte finalement la contrainte sur un membre inférieur. Tout d'abord, quelques petites précisions. Pourquoi finalement parler d'un genou du coureur? Pour ça, tout simplement parce que globalement, pour les gens qui traitent les coureurs, c'est quand même quasiment la moitié de nos consultations concernent le coureur. Sur la partie externe, il faut savoir que le syndrome de l'essuie-glace représente un peu la plus grande source de douleur du compartiment externe. Plus communément, il est retrouvé grosso modo davantage chez les coureurs que chez les coureuses. Chaque spécificité en fonction on a des spécificités différentes en fonction des pathologies, en fonction du coureur et des coureuses. Il faut savoir que le syndrome de l'essuie-glace et les mollets, c'est plus souvent chez les coureurs. Chez les coureuses, on va retrouver davantage de pathologies de hanches. Pour faire un petit topo et parler de tous de la même chose, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une douleur qu'on localise sur la partie externe du genou, au niveau du condyle fémoral latéral. Donc, c'est plutôt sur la partie fémorale les symptômes. Et c'est une douleur qui est présente lorsque la hanche va être en extension et que le coureur fléchit le genou entre 20 et 40 degrés et que le tenseur du fascia lata, donc le muscle tenseur du fascia lata, fonctionne en excentrique, notamment en descente. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que vous avez la douleur plus sur la partie droite du schéma, donc notre troisième coureur, enfin la troisième photo, finalement quand le pied décolle. Et c'est une douleur suffisamment aiguë pour obliger l'athlète à s'arrêter, ou tout du moins à finir sa course en marche-course, en marche cow-boy ou en marche arrière. Pour ceux qui ont l'image, ils voient tout à fait de quoi je parle. C'est une bande, donc le syndrome de l'essuie-glace concerne ce qu'on appelle la bandelette iliotibiale. La bandelette iliotibiale, il faut savoir que c'est un épaississement latéral du fascia lata avec une attache essentiellement sur le fémur, la rotule, donc la patella, et le tibia. On reviendra après parce que finalement, on va plutôt parler de syndrome de bandelette iliotibiale plutôt que de syndrome de l'essuie-glace. Syndrome de l'essuie-glace, on est un peu, d'ailleurs il y a une petite faute en haut, on est un peu dans la foulure de cheville pour les spécialistes et les professionnels de santé. Donc on y reviendra de comment finalement on va dénommer tout ça. Il faut savoir que la bandelette iliotibiale, c'est notre structure tendineuse la plus longue du corps humain. Okay, elle couvre toute la nappe externe du fémur et elle enveloppe le muscle tenseur du fascia lata et globalement le grand fessier. On voit sur tout ce qui est un petit peu blanc sur le côté, c'est effectivement cette structure tendineuse qui nappe la partie externe de la jambe. Elle rejoint finalement ce qu'on appellerait la bandelette de Messia. Et pour se terminer, donc on a vu tout à l'heure sur la rotule, la tête du péroné, la tubérosité externe du tibia, notamment avec une terminaison sur le tubercule de Gerdy. Globalement, quand on ouvre un
ça se ressemble un peu à tout ça. Donc toutes les composantes anatomiques que vous voyez décrites sur cette image vont pouvoir être concernées par une atteinte de notre syndrome de bandelette iliotibiale. Les fibres iliopatellaires, iliotibiales, les fibres de Kaplan, découvertes assez récemment, les bourses du tractus iliotibial, etc., etc. Donc tout ça nous amène à un petit élément de réflexion sur effectivement qu'est-ce qu'un syndrome. Un syndrome, il faut la distinguer d'une maladie, d'accord? Un syndrome, c'est effectivement, j'ai un syndrome de bandelette, j'ai un syndrome grippal avec des symptômes, pardon, d'une douleur du compartiment externe, éventuellement un gonflement latéral, une impotence fonctionnelle. Tout ça, c'est des symptômes qui vont faire penser à un syndrome de bandelette iliotibiale. Parallèlement à ça, en fait, on a plusieurs atteintes possibles qui vont donner ces mêmes symptômes et valider un syndrome de bandelette. Une inflammation de la bandelette iliotibiale, une inflammation de la bande iliopatellaire, une bursopathie, une inflammation du tissu grisso-iliofémoral. Tout ça va faire en sorte de, je veux dire, catégoriser un syndrome de bandelette. À mon sens, un syndrome sous-entend une efficacité accrue, tout du moins supérieure, avec une prise en charge pluridisciplinaire. Donc moi, c'est pour ma partie kiné, mais peut-être que des fois, le traitement médicamenteux sera peut-être de meilleure intention. Le traitement podo pourrait avoir un intérêt et l'imagerie pourra nous aider justement à distinguer certains on va dire pathologies inhérents au syndrome. Un truc important quand même, il faut comprendre, globalement, en course à pied, on se blesse parce que notre contrainte mécanique appliquée au tissu est supérieure à la capacité du moment à la supporter. Notre capacité tissulaire est inférieure à notre contrainte. On se blesse et ça explique 80% des blessures, ce qu'on appelle de surutilisation. Ces blessures de surutilisation, il faut comprendre un truc encore plus important, ils sont essentiellement liés à un paramètre d'entraînement. Les paramètres d'entraînement, que ce soit les facteurs extrinsèques, intrinsèques, globalement, ça va être effectivement beaucoup, et alors beaucoup plus décrit dans la littérature, mais ce qui n'est pas forcément trop bankable, c'est les paramètres d'entraînement. J'en ai fait trop, trop vite, trop tôt, et c'est ce qui va m'amener à me blesser. L'étiologie du syndrome de bandelette, il faut comprendre qu'il y a à la base effectivement une erreur de charge d'entraînement associée à deux, on va dire deux facteurs associés. Une mauvaise biomécanique de course, alors on va y revenir, une cadence lente, une surface régulière, ainsi de suite, et une capacité tissulaire dépassée. Ces trois paramètres vont nous emmener à un syndrome de bandelette iliotibiale. Comment, en fait, je vais chroniciser et je vais rendre mon syndrome de bandelette on va dire, un peu chronique et finalement déclencher la demande de consultation de la part de nos patients. En fait, les adaptations biomécaniques du coureur suite à une blessure pour décharger la zone vont assurer finalement la récurrence de la pathologie. J'ai mal, donc je vais changer ma biomécanique de course de façon temporaire ou de façon chronique, et le fait de changer cette biomécanique de course va assurer ma récurrence de la pathologie. Le processus pathogène va se répéter et entraîne une perte continue des capacités tissulaires, et ainsi de suite. Vous retrouvez votre cercle vicieux. J'ai mal, je décharge, j'ai moins mal, je reprends trop vite, du coup j'ai mal plus tôt, et ainsi de suite. Ça va m'amener à un cercle vicieux qui va m'amener de plus en plus vers moins de pratique de course et moins de capacité à pouvoir pratiquer ma course à pied. Le syndrome de l'essuie-glace, est-ce vraiment un syndrome de l'essuie-glace comme on entendrait parler? Il faut savoir que les attaches de la bandelette iliotibiale sur le membre inférieur sont multiples. On a des fibres iliopatellaires, des fibres iliofémorales, notamment les fibres de Kaplan, qui assurent un ancrage de notre bandelette iliotibiale sur le fémur. Donc finalement, en fait, il faut comprendre que la douleur liée au syndrome de bandelette iliotibiale est davantage liée à un syndrome dit de compression. Donc un syndrome de bandelette iliotibiale n'est pas une tendinopathie, mais il est plus lié finalement à une zone compressive du tissu adipeux. Vous voyez que sur le schéma de gauche, on a donc ITB, c'est la bandelette iliotibiale, et vous voyez que c'est cette zone-là qui va être juste entre le fémur et la bandelette, qui va être comprimée et qui va être douloureuse. Il faut savoir que la quantité de tissu adipeux signalé, qui peut être symptomatique, n'est pas du tout lié au taux de masse grasse du coureur. Vous voyez que finalement le coureur à gauche a une masse grasse, disons un certain embonpoint par rapport à notre coureur à gauche, et on se rend compte que le coureur à gauche qui est plus maigre va avoir un tissu adipeux plus épais. Donc
Est-ce que il va être plus facilement atteint, moins atteint? En fait, ça, on le sait pas, mais on sait que globalement, c'est cette zone-là qui va être symptomatique et douloureuse chez notre patient. Alors en vrai, dans la vraie vie, ça se passe comme ça. Un syndrome de bandelette, c'est cette zone un petit peu de blougui-bloulga, sur notre condyle fémoral externe qui va être irritée. Donc un syndrome de bandelette est une lésion par excès de compression. Rien à voir avec un essuie-glace qui va venir comme on l'a pu apprendre dans tous les IFMK ou tous les écoles de podo. Non, ce n'est pas une structure qui vient frotter sur votre bande externe ou votre coin externe du tibia. Non, non, une bandelette iliotibiale, quelque chose qui vient se comprimer et qui va être douloureux. On n'a pas vraiment de métrologie pour poser un diagnostic précis avec un test suffisamment spécifique ou sensible pour donner de façon certaine un diagnostic de syndrome de bandelette. Le test de Noble a été celui qui a été le plus décrit dans la littérature, mais maintenant on a peut-être quelque chose qui tendrait vers une spécificité supérieure pour le test de Noble avec le test de Noble modifié. Alors le test de Noble, j'essaie de le lancer. Voilà, quand tu veux. Donc du coup, on amène une extension de hanche. Et en fait, c'est un test de Noble en latérocubitus avec une mise en contrainte préalable d'extension de hanche pour finalement faire une augmentation de compression de notre bandelette iliotibiale. Donc l'interrogatoire va quand même être la partie maîtresse de notre moment diagnostique. Et on se rend compte que finalement, quand on interroge le patient, on a globalement les mêmes paramètres d'entraînement et les mêmes erreurs d'entraînement qui apparaissent. Le moment fort va essentiellement être lié au diagnostic d'exclusion. On va pouvoir exclure un syndrome de fémoro-patellaire qui va être compartiment antérieur, une tendinopathie glutéale, des douleurs lombaires projetées, une fracture de stress fémoro-distal, une méniscopathie latérale, etc., etc. J'ai à peu près oublié les 3/4 des diagnostics d'exclusion. Mais globalement, ceux-là vont être les plus fréquents, sur lesquels il faut éviter de passer quand même. Et en fait, l'imagerie médicale ne doit pas être proposée en première intention parce que finalement, vous enfermez votre patient dans une espèce de kinésiophobie. Et finalement, l'imagerie médicale doit être d'avoir un intérêt quand le résultat de l'imagerie médicale va nous amener à avoir une incidence sur notre thérapeutique différente de si on n'avait pas le résultat de cette imagerie. Donc, ça va quand même essentiellement être lié à écarter le diagnostic différentiel. Il ne doit pas être proposé en première intention et on va l'utiliser finalement si on a une mauvaise évolution, une mauvaise adaptabilité et qu'on peut se rendre compte que l'imagerie peut nous amener à une orientation thérapeutique différente de celle qu'on avait mis en première intention. L'implication clinique pour nos pros de santé, ça va être quoi? Il va falloir distinguer deux choses. La première chose, c'est que on va distinguer la contrainte de compression et notre capacité des tissus. C'est deux éléments à considérer. Quand vous allez courir, vous allez entraîner une contrainte de compression sur votre condyle fémoral externe. Et la capacité des tissus à supporter cette compression va être notre deuxième élément. Si on a une capacité qui est en phase avec notre contrainte, on ne sera pas blessé. Si vous avez une capacité qui est moindre par rapport à une contrainte, et bien là, finalement, vous êtes en blessure. Et c'est ça qui va nous intéresser le plus. Effectivement, quand votre capacité, je cours mal, ou tout du moins, j'ai une compression importante de mon compartiment externe, mais finalement, j'ai une capacité tissulaire extrêmement importante à subir cette contrainte-là, finalement, est-ce qu'on doit proposer un traitement de préventif à un patient? Moi, je pense pas. Il est capable de supporter beaucoup, tant pis, il produit beaucoup, c'est pas un problème. Par contre, le patient qui va avoir une capacité faible et une contrainte relativement importante, oui, là, on va pouvoir intervenir et pouvoir proposer à notre patient un traitement vers une éventuelle guérison. 3 phases dans cette prise en charge de traitement. On va dans un premier temps gérer la douleur, dans un deuxième temps mettre une remise en charge progressive et un return to run ou tout du moins à l'entraînement. Nous, on va essentiellement parler ce soir de la sous-partie de la remise en charge, à savoir la modification de notre technique de course. Effectivement, la planification de l'entraînement va assurer finalement une non-récurrence de la pathologie et éviter de retomber dans des stratégies pathologiques.
Thomas, je te coupe 2 secondes. Il y a une petite question Ouais, qui demande pourquoi la bandelette est soumise à une contrainte plus faible lors d'une course à allure rapide. c'est essentiellement lié au temps de contact au sol, qui va augmenter finalement le couple de flexion de genou et éventuellement un varus dynamique. Bon là, j'anticipe et je spoil un petit peu mes suites de diapos, mais Désolé. la question est intéressante parce que finalement, quand je vais aller plus lentement, je vais augmenter mon varus de genou, mon drop de bassin, éventuellement, je vais augmenter ma flexion de genou. Donc j'augmente quand même tous les paramètres qui vont faire en sorte de plaquer davantage ma bandelette iliotibiale sur mon compartiment, sur ma face externe de fémur. Je pense que j'ai été à peu près, si c'est à peu près clair. S'il peut me mettre un pouce pour dire que si c'est OK. Mais globalement, voilà, l'idée c'est qu'effectivement, et ça va être dans les programmes de reprise de course de syndrome de bandelette, c'est pertinent parce que justement, on va proposer à nos patients, dans une progressivité, une exposition graduelle à un stress mécanique croissant de course à pied, on va pourquoi pas demander au patient de courir un peu plus rapidement que ce qu'il a l'habitude de faire sur un footing. Je reviens à mes 3 phases et j'anticipe mon plan de traitement et globalement mes 2 grands moments pour traiter mon coureur, et éventuellement les traitements associés. Donc dans un premier temps, il va falloir dans un premier temps, de façon concomitante, mais ça on y reviendra peut-être dans un deuxième temps, mais de façon concomitante, on va améliorer notre biomécanique de course pour finalement modérer l'impact au sol, diminuer effectivement ce varus de genou et cette adduction de hanche augmentée, d'où finalement courir un peu plus vite pour diminuer et augmenter finalement la rigidité de notre membre inférieur au sol, et une amélioration dans le deuxième temps de notre capacité tissulaire. J'expose graduellement mes tissus à une contrainte augmentée. Donc ça va être lié effectivement à la course. La course à pied va être un traitement et une contrainte d'exposition de mécanique à mes structures et un renforcement musculaire. Et ça, on y verra. Donc ça, c'est du traitement purement en cabinet de rééducation. Et en fait, on va proposer un protocole de renforcement progressif pour mettre en contrainte progressivement notre zone adipeuse qui est symptomatique. À côté de ça, on va pouvoir s'aider de tout un tas d'aides qui peut faciliter finalement ces 2 points, ces 2 points maîtres, des semelles orthopédiques qui peuvent justement nous amener à modifier notre biomécanique de course, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, pourquoi pas en infiltration, mais uniquement dans le cas d'une bursopathie. Donc c'était par rapport justement à un traitement en première intention qui se passe finalement poussivement, qui a une capacité à pas trop s'adapter rapidement, et auquel cas on va faire justement une imagerie qui pourrait nous amener à déclencher un processus de réadaptation et d'infiltration de la bourse sous tractus, et une désensibilisation avec le foam roll. Donc il y a pas mal de papiers maintenant sur la désensibilisation de cette nappe externe en lien avec effectivement aussi le tissu adipeux. Et cette désensibilisation, elle va être liée, alors elle est efficace et malheureusement elle est très temporaire. Mais encore une fois, tout ce qui va être efficace et qui va nous permettre de charger davantage notre capacité tissulaire va être intéressant. Je te Voilà coupe, globalement. je te coupe Oui, 2 secondes, Thomas. C'est juste un petit truc. En fait, on voit pas tes notes en bas. Est-ce que tu peux cliquer juste sur masquer pour qu'on puisse voir alors euh, attendez. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. les références? Voilà. Ah bah, Masquer. Et ah bah, je vous avoue que moi aussi, ça, à un moment donné, ça m'a un peu perturbé. mais Donc ça, alors ouais. là, on est Ouais. revenu sur une petite page du coup. Ah, Voilà. Ah, c'est ah, bon. Voilà, c'est nickel. c'est bon. Merci Attends. Thomas, c'est bon. Là, c'est bon? Hop, je suis Non, bon? juste avant. Alors, juste C'est bon, avant. c'est bon, c'est bon. Là, Ah, reste comme ça. ne bouge plus, c'est bon. Notamment, en fait, c'est intéressant que tu me coupes là-dessus parce que on est sur. Alors, il y a eu un papier excellent de Gessler en 2021 qui a fait finalement une synthèse de tous les traitements avec une certaine evidence base de quel traitement est le plus intéressant à faire et à déclencher. Et on va dire un espèce de continuum, un continuum, dire un processus pertinent pour amener une résolution des problèmes de syndrome de Bandelette. Donc oui, Gessler est un super papier pour ceux qui aiment la littérature scientifique. J'ai mis à chaque fois mes petites. Alors effectivement, ceux d'avant étaient moins visibles, mais Gessler, s'il y en a une à retenir, finalement, c'est celle-ci. Voilà le cercle vertueux qu'on pourrait déclencher sur un protocole de soins en lien avec une bandelette iliotibiale. 3 grands moments: du renforcement musculaire,
Alors, un exercice de choix qui reste globalement le squat bulgare, avec toutes ses variantes, augmentation de la hauteur du squat, du step derrière, éventuellement mise en contrainte préalable avec une adduction de hanche associée. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, ça va être ce qu'on appelle le get retraining. Donc, le get retraining, c'est-à-dire un réentraînement de la foulée, rendre une biomécanique plus efficace, moins contraignante, moins sollicitante au niveau de ma zone adipeuse qui est symptomatique, et régler un drop de bassin, régler un overstride, ainsi de suite. Et le troisième point essentiel, et on y reviendra de façon systématique, c'est une éducation thérapeutique, rendre autonome le patient, lui permettre pas s'auto prendre en charge, mais d'être autonome sur son ressenti, sur la modulation de ses charges d'entraînement, et ainsi de suite. Les éléments cinématiques. Juste pour revenir, il y a Benoît qui nous pose une question, c'est pour le squat, on met le genou blessé à l'avant. Ah, bien vu. Alors, en fait, c'est intéressant, super intéressant, parce que en gros, il va y avoir deux trucs intéressants. Systématiquement, pour l'exemple que je donne ici, pardon, hop, là, on est sur blessé à droite. Mais c'est ultra intéressant de faire du bilatéral parce que effectivement, on n'a pas de charge sur le genou gauche, mais ça peut être intéressant de mettre en charge progressivement une bandelette. C'est-à-dire, c'est un espèce de boogie-boulga d'explication que je vais vous donner, mais si je reprends calmement, je suis blessé à droite, et ben peut-être que je suis blessé à gauche, pardon. Ça va être plus intéressant de commencer comme ça, et après de faire passer mon genou gauche en avant. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais, je crois que tu as dit le contraire au début, c'est pour ça. Non, oui, j'ai dit le contraire parce qu'effectivement, ça va être intéressant de faire les deux côtés. Mais si je suis blessé à droite, mon premier exercice va consister à mettre mon genou droit en arrière. Oui, d'accord. Okay, et après, j'inverserai. Donc là, on va dire c'est mon deuxième exercice pour mon genou droit. Mon premier exercice, ça sera avec le genou droit en arrière. Ok. Voilà les éléments cinématiques que j'ai pu retrouver sur une synthèse des éléments biomécaniques et des différents styles de course par Van Overen là, en 2021. C'est assez intéressant. Et l'idée, c'est qu'il a distingué plusieurs points de cinématiques intéressants. La fréquence et la longueur de pas, la phase d'appui, le déplacement vertical, la rigidité verticale, la symétrie gauche-droite, la cinématique du tronc, la configuration du membre inférieur à l'impact et le balancement des jambes. Tout ça, c'est des éléments cinématiques en lien avec des caractéristiques d'une foulée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous intervenez sur une foulée d'un coureur à pied, il va falloir distinguer plusieurs interventions. Est-ce que je suis dans un cadre d'une rééducation? Est-ce que je suis dans le cadre d'une diminution d'un risque de blessure? Est-ce que je suis dans le cadre d'une performance? Ces interventions, enfin, ces différents cadres vont avoir un impact énorme sur les interventions que vous allez proposer à votre athlète. Le coureur à pied, il n'a pas besoin forcément, il est blessé, il vient vous voir parce qu'il est blessé. Peut-être après, c'est à vous de pouvoir lui proposer des interventions en lien avec une amélioration de la performance. Pour autant, si l'athlète il est performant, plus ou moins, il n'est pas blessé, et vous estimez que changer sa foulée pourrait le rendre plus performant, posez-vous toujours la question bénéfice-risque. Et est-ce que c'est pertinent de le blesser ailleurs parce que vous voulez le rendre plus performant? La règle numéro 1 de la performance, c'est la non-blessure. Posez-vous toujours la question, est-ce que si je change quelque chose dans quelque chose qui marche, est-ce que je suis meilleur ou moins bien que la nature? C'est un petit élément de réflexion. Voilà notre amie. C'est une dame qui m'a consulté pour effectivement un syndrome de bandelette et une douleur dans la fesse, en lien avec effectivement une cinématique de course. Vous allez vous l'apprécier pour vous-même. Et voilà. Donc, on est sur quelque chose. Chacun a sa cinématique propre, chacun a sa foulée propre, mais on se rend compte que finalement, dans le plan frontal, on a effectivement un varus augmenté, un drop de bassin. Donc là, on se focus sur la jambe droite. Je ne sais pas si vous voyez le petit mouvement latéral qui se passe à chaque impact. Donc là, vous augmentez finalement votre drop de bassin. Vous augmentez une tension sur votre côté externe de fémur et finalement une augmentation de la contrainte. Alors,
ce qu'il faut comprendre, c'est que l'outil DigitSol, PodoSmart, va nous amener à pouvoir justement optimiser. C'est insupportable parce que j'avais oublié de couper le son sur mon truc. Hop, voilà. Va pouvoir nous amener à contrôler, faire un feedback et utiliser comme outil thérapeutique les semelles dans une mesure de cadence, une prise d'appui, avant-pied, talon, ainsi de suite, un temps de contact au sol et un degré de pronation. Ça, ces éléments vont pouvoir être mesurés avec les semelles et ça peut être hyper intéressant, justement, dans le cadre d'une modification de foulée, de pouvoir amener toute une stratégie de modification et de feedback du patient. Okay, vous allez pouvoir voir avec lui comment il va falloir moduler ces paramètres-là et comment il va finalement pouvoir corriger ses troubles à côté du renforcement musculaire associé. Il va faire de façon concomitante et son renforcement musculaire et sa modification de pattern de course associé à une reprise progressive éventuellement hors cabinet. L'idée, c'est d'associer tout ça de façon à pouvoir être raccord avec une remise en route précoce. Pourquoi? Parce que le meilleur exercice que vous allez pouvoir proposer à un coureur à pied blessé, c'est quand même de le refaire courir. Plus rapidement il recourt, moins il va perdre son contrôle moteur, ses réflexes de course. Donc plus rapidement, finalement, vous l'évitez de tomber dans ce cercle vicieux. Je ne cours pas, je chronicise ma pathologie. Donc là, la première chose, ça va être effectivement avec les semelles où je vais pouvoir contrôler ces petits paramètres. Et la deuxième chose, ça va être ce qu'on appellerait la rigidité du membre inférieur, le varus du genou, le drop de bassin. Et là, j'ai mis une photo d'un téléphone parce que filmer au ralenti vous amène également ces éléments-là et vous permettent, alors non pas de mesurer de façon très objective, parce qu'on n'a pas tous au cabinet un laboratoire ambulant qui nous permet finalement de mesurer le drop de bassin, le varus du genou, mais globalement, on peut se rendre compte via, on va dire, l'œil exercé, une certaine rigidité augmentée, un certain varus diminué et un drop de bassin qui s'améliore en même temps que vous renforcez via les exercices. Donc, premier point, effectivement, vous avez votre cadence. Il est montré quand même qu'une diminution de cadence de pas à vitesse habituelle de course est plutôt corrélée à une augmentation de contrainte au niveau des genoux. Il faut comprendre 15% d'augmentation de cadence de pas diminue de 30% votre contrainte sur le genou. Donc clairement, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que la cadence de pas augmente. Enfin, l'augmentation de la cadence de pas diminue également la contrainte sur la hanche. Donc, en augmentant la cadence, vous diminuez votre temps de contact au sol, vous diminuez votre contrainte sur le genou et vous diminuez votre contrainte sur la hanche. Donc, l'idée, ça va être notre première intervention thérapeutique qui peut être la plus probante par une augmentation de votre cadence de pas. Et de plus, c'est la plus sécuritaire par rapport à éventuellement un transfert de charge tissulaire trop important sur une zone qui n'a pas l'habitude de charger. Donc la cadence, c'est pertinent. Le deuxième point, c'est notre prise d'appui. La prise d'appui, oui, c'est intéressant d'avoir une prise d'appui. Alors effectivement, talon, on ne va pas rentrer dans le débat ce soir sur c'est mieux d'attaquer talon, c'est mieux. Non, c'est mieux d'attaquer comme on peut et de la façon qui nous permet de moins se blesser. Ça, c'est la façon la plus intéressante d'atterrir au sol. Maintenant, il est quand même démontré que ce qu'on appelle un overstride diminue la contrainte au niveau de la hanche, diminue la contrainte au niveau du genou et surtout améliore notre économie de course. Donc pour la même vitesse de course, vous allez consommer moins d'énergie et en plus vous êtes moins contraignant. Et il est quand même corrélé que un overstride augmenté amène une augmentation de prise d'appui en attaque talon. Donc avec les semelles, vous allez pouvoir moduler et contrôler finalement une dissymétrie, comme ce patient-là, une dissymétrie droite-gauche, une dissymétrie d'attaque-talon en fonction de votre côté symptomatique ou pas. Mais globalement, vous avez des billes très objectives pour pouvoir établir votre bilan. Il y a quelqu'un qui demande overstride, je pense. Je sais pas si. Overstride, c'est la distance que vous avez entre votre point d'impact au sol et votre ligne de gravité.
Ok, j'aurais pu mettre effectivement un schéma. C'est en fait quand vous posez votre pied, si vous avez votre prise d'appui, monsieur là, si vous avez votre prise d'appui au niveau sous la hanche, vous avez un overstride de 0, grosso modo. Si vous avez une prise d'appui en avant de votre centre de masse, bah, vous mesurez cette distance entre le prise d'appui et la ligne de gravité, et là vous avez une distance. Plus elle est petite, moins votre overstride est grand. Ok. Merci. Le temps de contact au sol. Alors ça va vous donner effectivement votre capacité à être combien de temps vous restez au sol. Il faut comprendre que plus vous restez au sol, plus vous avez une chance de subir malheureusement là, notre bon vieux pesanteur. Donc du coup, comment on subit comment on subit la pesanteur? En fait, on va fléchir son genou, très probablement faire rentrer son genou en avant, très probablement également avoir un drop de bassin. Donc notre temps de contact au sol va quand même nous donner notre capacité à être rigide ou pas, d'une part, et à ne pas subir la pesanteur et notamment, on va dire, les adaptations cinématiques, des adaptations articulaires, des amplitudes articulaires de la pesanteur. Toc. Ensuite, on va pouvoir mesurer ce qu'on appellerait notre degré de pronation. Alors, le degré de pronation, c'est important parce qu'il doit être corrélé quand même au chaussage. J'entends par là, si vous courez avec des chaussures et une épaisseur de semelle de 1 cm, vous aurez un degré de pronation moindre que si vous courez avec des chaussures et une épaisseur de 4 cm. Donc le degré de pronation doit être corrélé à tout ça. Pourquoi le degré de pronation, ça peut être intéressant et pouvoir de le mesurer et de voir s'il se régule? Parce qu'en fait, ça va être également un élément qui va nous amener à pouvoir contrôler notre capacité du coureur à ne pas subir un varus augmenté. Il est quand même corrélé qu'un varus de genou quand même est augmenté par un degré de pronation augmenté. Plus j'ai avoir un arche interne qui s'affaisse, qui vient vers l'intérieur, plus j'ai une chance que mon genou vienne vers l'intérieur. Encore plus si j'ai une chaussure avec une grosse épaisseur de semelle qui va augmenter encore plus mon couple d'adduction. Donc oui, ça peut être intéressant. Notamment par exemple, là, on se rend compte que effectivement, on a un degré de pronation augmenté. Donc oui, ça peut être intéressant de contrôler ça, et notamment avec les semelles qui vont nous donner cette info-là. Ouais, ça donne aussi, juste pour te compléter, on revoit aussi les temps de contact précis entre la phase de contact et la phase de transition. On voit encore les choses de manière plus précise là. Exactement. Donc en gros, tout ça, tous ces éléments-là. Alors, au-delà de l'aspect, oui, on rentre dans le 21, on en parlait justement avec Fabrice juste avant de prendre l'antenne. Oui, on rentre dans une espèce d'ère 2.0 on va dire de la mesure objective de nos interventions. Oui, mais c'est hyper intéressant pour plein de raisons. Il faut comprendre que ces outils-là vont nous permettre d'avoir une intervention thérapeutique optimisée. Ok, non seulement pour vous, mais en plus pour le patient, parce que vous allez pouvoir lui laisser et effectivement regarder avec lui sa capacité à pouvoir générer un geste juste, ou tout du moins un geste corrigé, de façon pérenne. C'est le feedback du patient. Lui, il sait où il en est, vous lui avez donné des valeurs cibles, et il va s'intéresser à comment je cours. Est-ce que finalement ma technique de course, elle n'a pas un impact sur ma pathologie? Donc c'est un excellent outil de rééducation, un excellent outil. J'ai oublié, donc je voulais mettre, je ne l'ai pas trouvé parce que je suis désolé, j'ai pas encore, j'ai pas trouvé, mais j'avais une super référence d'ailleurs, je te l'avais envoyé, Fabrice, non? Tu sais, la référence sur le fait que ils avaient comparé un groupe témoin et un groupe qui utilisait un outil connecté pour modifier sa technique de course. Et on se rend compte que les coureurs qui utilisent l'outil connecté ont une modification de technique de course de façon plus rapide et plus pérenne que notre groupe contrôle. Donc c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, mettre en place des outils connectés, apprendre à votre patient à utiliser cet outil connecté, va clairement vous amener dans une stratégie d'optimisation de vos soins, première chose, d'autonomisation de votre prise en charge. Alors,
On verra notre capacité des kinés, des podos à pouvoir générer un mode de fonctionnement comme les orthodontistes, à savoir, est-ce que si je laisse les semelles à mon patient, je peux aussi facturer des séances via le patient qui utilise mes semelles? Les orthodontistes ont réussi. On peut se lancer, on peut se lancer le pari. Et deuxième point essentiel, alors là en plus on est en train de, les interfaces PodoSmart sont super bien conçues pour finalement générer une fiche bilan qui va finalement être crédibiliser votre prise en charge, crédibiliser votre prise en charge auprès de vos confrères qui peuvent vous adresser par rapport au fait que vous êtes spécialisé dans un domaine particulier en musculo-squelettique. Donc quelqu'un qui va faire de la rééducation vestibulaire peut justement vous adresser des gens, des cours à pied et puis lycée de Versailles. Et puis notamment pour les prescripteurs. Les prescripteurs, vous allez amener, alors je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, mais c'est pas grave de ne pas comprendre les données qu'on vous met dans le bilan, mais ça vous permet aussi de compiler et de rendre, on va dire, les interventions en prescription ou globalement en compilage et en archivage de bien meilleure qualité que effectivement un bilan sur un coin de table de nappe en papier. Voilà pour les key messages. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de ma petite intervention? Je vais quasiment être dans les temps. Je suis désolé pour les 5 minutes de rab. La notion de syndrome, pour moi, le syndrome de bandelette iliotibiale rentre complètement dans une efficacité d'une prise en charge pluridisciplinaire. Clairement, plus vous mettez de monde autour qui reste dans un champ de compétences d'experts, meilleur sera votre résultat. On arrête l'essuie-glace, place au SBIT. C'est important pour les professionnels de santé, mais également pour les patients qui ne croient pas que quand ils marchent et qu'ils descendent les escaliers, il y a leur maudit essuie-glace qui vient frotter sur leur rebord externe. Non, ça ne marche pas. La cause numéro 1 que vous devez expliquer à vos patients, c'est en lien avec des erreurs d'entraînement. S'ils étaient restés dans le canapé, jamais de la vie, ils auraient eu un syndrome d'essuie-glace. C'est juste qu'ils ont attaqué trop vite, trop tôt ou trop fort une pratique de course, ou une pratique de rando, une pratique de dénivelé. Gardez à l'esprit que le combo parfait, renfort musculaire, get retraining, éducation thérapeutique, ça c'est ce qui marchera le mieux et c'est ce qui a montré une validité scientifique par rapport à toutes les études sur la syndrome de Mandelette. Renfort musculaire, le get retraining avec éventuellement les interventions couplées ou pas d'une semelle d'un podo. Éducation thérapeutique, comment j'explique à mon patient comment il va recourir. Il va recourir un peu plus rapidement, un jour sur deux, sur surface non régulière, en ne faisant pas apparaître ces symptômes et en alternant la marche-course, par exemple. Ensuite, et c'est hyper important, prendre du temps pour expliquer les mécanismes physiopathologiques à votre patient. C'est à vous de vous mettre à niveau de votre patient pour lui expliquer de façon claire et précise comment il est blessé, pourquoi il est blessé, comment on va l'aider et que votre rôle est là essentiellement pour l'aider, enfin tout du moins pour lui montrer ce qu'il est capable de faire tout seul et comment vous allez l'accompagner dans les démarches, enfin dans les marches qui vont l'amener vers la guérison. Voilà vraiment pour les 5 points clés qui sont intéressants dans le protocole de soins. Et maintenant, il faut comprendre un truc, c'est que oui, la foulée parfaite vous protège, la foulée parfaite va vous rendre plus performant, mais comme dans tout processus d'expert, Ericsson l'a décrit, c'est un psychologue suédois, il a aussi fait des téléphones, mais c'est pas le même, mais c'est 10 000 heures de pratique, vous êtes 10 000 heures, vous êtes un expert quand vous avez fait 10 000 heures de pratique. Donc oui, un débutant qui commence et qui se blesse, c'est juste logique, parce que un coureur sur 2 va se blesser tous les ans, quel que soit son niveau. 66% des blessures sur 2 ans. Donc oui, quand vous êtes blessé, vous êtes juste normal, vous êtes dans la norme. Un coureur à pied, il y a 2 types de coureurs à pied, les coureurs blessés et ceux qui ne sont pas encore blessés. Votre capacité, c'est de pouvoir être résilient sur une blessure et de pouvoir vous permettre, en trouvant le bon professionnel de santé, de retrouver rapidement le chemin de la course. Et un dernier point avec la simplicité, parfois les choses simples fonctionnent énormément, mais votre capacité à les rendre simples, c'est ça votre expertise.
Voilà, merci pour. Je suis désolé pour avoir un tout petit peu débordé. On va laisser un temps de parole. Alors, je ne sais pas si je laisse ma présentation, si je Ouais, peux. non, tu peux la laisser comme ça, Thomas, il n'y a pas de souci. Ou sinon, tu Ok. peux te mettre en vidéo qu'on voit. Qu'on voit ma tête? Je sais Ouais. pas, je suis pas rasé, hein. En tout cas, merci beaucoup parce que c'était fort intéressant pour connaître bien cette pathologie. C'est vrai que tu l'as abordé un petit peu différemment de ce qu'on apprend à l'école et de ce qu'on peut connaître. Et c'était en tout cas, même si c'était un peu plus long, moi, j'ai pas vu le temps passer. Donc, je sais pas si Bon, c'est bah, très tout le bien. monde pareil. Mais c'était vraiment super intéressant. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va garder encore un petit quart d'heure suivant les questions. Vous êtes sur le côté droit, le chat ou les questions. Moi ou Thomas, plutôt Thomas et moi, on peut vous répondre suivant le type de questions. Et puis après, on vous laissera profiter de votre soirée tranquillement. Donc n'hésitez pas, il faut en profiter. Thomas est là. Les Tac, autres, tac. vous avez répondu. Alors, quelle rééducation faire pour un traitante sur le vélo? Y a-t-il des conseils? Ouais, peut-être s'il peut préciser ce qu'il entend par traitante. Mais effectivement, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi finalement un syndrome de bandelette aussi sur un vélo, puisque finalement, on n'a pas de contrainte en lien avec la pesanteur. Et pour le coup, ça existe. Je dirais que sur le traitement sur les vélos, sur le vélo, en fait, on peut également aussi avoir un syndrome de bandelette iliotibiale et c'est en lien finalement avec une compression de notre tissu adipeux. Pourquoi? Bah, parce que peut-être il y a un vice biomécanique avec une augmentation finalement également aussi de notre adduction de hanche qui vient également comprimer davantage notre tissu adipeux. Clairement, oui, c'était triathlète. Ouais. Bah oui. C'est mieux. Souvent, alors il faut comprendre un truc chez le triathlète. Le triathlète, paradoxalement, c'est un coureur qui court peu. Parce que si on regarde par rapport à quelqu'un qui va faire que la course à pied, qui va courir 5 fois, bah, un triathlète, il faut qu'il casse de la natation et du vélo. Et finalement, il a une capacité à générer une biomécanique de course protectrice bien moindre parce que finalement, il pratique peu. Ou il pratique moins que quelqu'un qui va courir moins longtemps, mais plus souvent. Une asymétrie de temps d'appui au sol d'un pied comparé au pied controlatéral. C'est intéressant aussi. En fait, c'est pas compliqué. Je dirais que cette asymétrie, elle est en lien avec le fait qu'on est droitier, qu'on est gaucher, qu'on ait une certaine, stratégie finalement posturale ou tout du moins de chaîne musculaire qui est déjà asymétrique. Est-ce que pour autant régler cette asymétrie réglerait notre problème? Ben, là, on parle juste de corrélation et non de causalité. Il faudrait pouvoir faire en sorte, est-ce que ce patient est aussi asymétrique quand il n'était pas blessé et qu'il est devenu asymétrique au moment de sa blessure et auquel cas régler l'asymétrie pour être un élément de traitement, je dirais là, on peut y passer 3 heures. Vous Ouais, avez, c'est une mais question, le retour à la norme est-il obligatoire? C'est une question de psychologie c'est sur mais laquelle on peut clairement. Et débattre puis, pendant toute la soirée. est-ce que par exemple, j'en ai une autre, est-ce que finalement votre point fort est pas ce point fort-là parce que vous avez ce point faible-là? Ouais. Alors après, ça, pronation, supination du pied, complexe à analyser. Alors, justement, c'est effectivement très complexe à analyser. Les outils technologiques nous amènent justement à avoir des données plus objectives et avoir finalement des données qui nous permettent, de le mesurer que pas seulement à l'œil nu. Mais oui, c'est compliqué à mesurer. Est-ce que c'est aussi important de le réguler? On est sur la même question qu'on vient de débattre. Mais par contre, oui, les outils technologiques nous amènent finalement à avoir plus de billes, par rapport à notre feedback, nous, de professionnels de santé et par rapport finalement au feedback du patient. Donc oui, la pronation, c'est compliqué à analyser. Pourquoi pas s'aider d'outils technologiques? Ouais. Ouais, comme le disait Thomas, effectivement, avec les semelles, ça permet tout de suite de déterminer en fait les angles de déformation du pied, de pronation ou de supination. Donc, si vous n'avez pas l'habitude visuelle de voir une pronation ou une supination, les semelles Podosmart, en fait, elles sont vraiment là pour vous aider, que ce soit à la marche ou sur la course. Donc, ça quantifie vraiment les déformations et ça vous permet, pas dire de diagnostiquer, de donner un profil pronateur-supinateur, mais en tout cas de bien vous aider, de compléter ce que vous avez pu voir sur un tapis ou à l'extérieur. Ouais, clairement. On a quoi? GI, hein, je l'ai dit en même temps que toi, Fabrice, hein.
Est-ce que tu considères que le renfort du moyen fessier est un fondamental ou complémentaire à tout ce qui est fente, chaise, etc. Alors, c'est pas complémentaire. Ça doit être, en fait, votre capacité. Pour moi, on va dire, c'est la chaîne musculaire à renforcer Mac 2. C'est essentiel de passer par la phase de renforcement strict avec des protocoles de renforcement. Qui dit protocole de renforcement dit répétition courte. Si vous êtes capable d'en faire 150, 22, 25, c'est que c'est pas assez lourd. Donc l'idée c'est qu'on est sur des séries courtes, 8 max avec échec à la 9e. Donc s'il est capable de faire 12, bah, c'est que faut rajouter de la charge. Donc oui, pour moi c'est essentiel d'amener un moyen fessier fort avec notamment le coquillage dans un premier temps, et ainsi de suite. Juste un petit élément sur le renfort de moyen fessier et globalement des fessiers. Exercice numéro 1 qui a été démontré que à l'EMG, vous avez une sollicitation la plus importante sur un moyen fessier, c'est le gainage latéral. Gainage latéral avec une jambe levée, c'est là où vous allez recruter le plus votre moyen fessier. Première chose. Deuxième chose, pour tous ceux qui font l'exercice avec comment on dirait, crabe sur le côté. Critère important, la résistance se met sur l'avant du pied. Il a été démontré qu'une résistance sur l'avant du pied augmente quasiment de 20% votre recrutement sur les moyens fessiers et sur les fessiers en général. Alors après, sur le même genre, que penser du renforcement des muscles de la hanche et de la sangle abdominale dans ce genre de syndrome? Alors, je dirais que c'est intéressant, mais encore une fois, il faut vraiment aller à l'essentiel. Ça peut être un truc occupationnel de faire de la sangle abdominale, mais pas hésiter à être très, 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 très sollicitant dans les muscles que vous avez identifiés. Effectivement, les muscles de la hanche, c'est quand même plutôt le compartiment externe et postérieur. Moyen fessier, grand fessier, hip thrust, squat bulgare, intéressant tout ça. Et la sangle abdominale, oui, va rentrer en jeu dans la capacité à stabiliser le bassin. La stabilisation du bassin lors de la phase d'impact ou la phase de prise, du passage du centre de masse au niveau du point d'appui va être, entre guillemets, cette stabilité générée par deux complexes essentiels qui sont effectivement le fessier moyen fessier et effectivement la sangle abdominale. Toujours sur les muscles, c'est le renforcement des muscles abducteurs de la hanche était un classique de la rééducation du TFL. Est-ce toujours le cas? Oui, on vient de l'aborder. Oui, c'est toujours le cas, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que quand vous faites du renforcement moyen fessier classique, vous êtes loin de la finalité et de la fonction du patient qui vient vous consulter. Il vient vous consulter parce qu'il a mal quand il court. Il s'en fout complet de faire du renforcement de fessier. Donc, il faut lui amener pourquoi on fait du renforcement de fessier et jusqu'à où on va arriver, jusqu'à où on va aller pour se faire ce renforcement-là. Et clairement, quel est le but par rapport à la reprise. Donc oui, c'est essentiel de passer par cette phase de renforcement musculaire, clairement. Alors ça, c'est, je ne sais pas si tu utilises ça, mais tout ce qui est automassage au rouleau ou TerraGun. Alors, ouais, j'utilise, c'est hyper intéressant, je l'ai abordé rapidement tout à l'heure. Donc le foam roll, ça fait partie des stratégies à mettre en place pour désensibiliser la zone. Qui dit désensibilisation de la zone dit capacité à charger un peu plus que si on ne l'avait pas fait. Donc la capacité des tissus, elle va être bonifiée par le fait qu'elle soit désensibilisée par rapport à ça. Donc, par contre, le TerraGun, oui, mais pas sur la zone adipeuse, finalement sur la nappe, complètement sur la nappe externe. Je ne vais pas mettre des craqués sur un tissu adipeux qui est déjà en souffrance compressive. Par contre, je vais désensibiliser plus largement toute la bande externe. D'accord. Et on demande que pensez-vous des électrodes TENS? Alors ça, c'est très intéressant, mais ça marche mieux si on les allume. Moi, je les utilise beaucoup, mais surtout éteintes. Non, ça, faut arrêter. Honnêtement, je pense je pense pas qu'on puisse sortir d'un IFMK actuellement et
être finalement se regarder dans une glace quand vous mettez des électrodes et que vous faites un remplat d'électricien. Donc je pense que clairement, vous pouvez clairement améliorer les patients, voir des patients en même temps, mais proposer un protocole de soins qui soit décemment en phase avec la science du moment. Ok. Les TENS, ça n'a jamais montré une quelconque efficacité sur la forme de bandelette. Au pire, ça vous permet juste de gérer un petit battement entre ouais, bon, le tapis de course il est pris, bon, ben, on va faire un peu de TENS comme ça, le patient il attend pas pour rien. Mais clairement, arrêtez, non, le TENS de bandelette, je pense que c'est bon. Les vendeurs de TENS sont suffisamment riches pour que si vous voulez acheter un truc à 300 balles, payez-vous une formation avec des gens qui sont experts dans le traitement de la syndrome de bandelette. Alors, as-tu des conseils de posture à adopter en descente en trail pour se renforcer progressivement et augmenter ses Ouais, performances? Et merci pour ta présentation, c'était super intéressant. bon, super. Bon, il me soigne sur la fin pour que je sois un peu plus approfondi sur son début de question. Euh, Non, alors oui, des conseils en descente. Alors, je dirais le premier conseil, numéro un, je dirais que pour être bon en descente, faut déjà pas être trop cramé en haut de la montée. Ça, c'est la première. Ça, c'est donc, je dirais que progresser en descente, ça veut déjà dire progresser en montée. Ça, quand on a fait ça, c'est bien. La deuxième chose, c'est effectivement la diminution du temps de contact est aussi intéressant en descente, enfin, plus intéressant en descente que ce qu'elle est sur le plat. Donc, diminuer le temps de contact au sol, oui, c'est hyper intéressant. Courir comme si vous couriez sur des braises. Courir comme si vous vouliez en fait aller de saut en saut. Diminuer sa longueur de pas. Diminuer sa longueur de pas, ça veut dire aussi être moins agressif parce que qui dit descente dit overstride. Donc on revient plus sur la définition, mais qui dit overstride réduit quand vous diminuez votre amplitude de foulée. Donc oui, si vous voulez être bon en descente, fréquence, amplitude, mais à condition finalement sur un temps de contact au sol. Bref, OK? Ça va être ce qui va vous permettre d'être un peu moins protecteur. Et puis à un moment donné, ben oui, la fréquence des stimulations sur les contraintes, enfin sur les structures supportant la contrainte en descente, bah, ça va être la clé. Un petit peu tout le temps, si vous voulez progresser en descente, un petit peu de descente à chaque fois. Et les ondes de choc hein, pour induire une réparation tissulaire, en plus des rééducations et motifs techniques CAP. Merci OK. beaucoup. Alors, les ondes de choc, je sais que tous ceux qui ont acheté des ondes de choc, quand on a acheté un nouveau marteau, on voit des clous partout et on a tendance à vouloir un peu surutiliser notre nouvel appareil. Moi-même, j'ai surutilisé les ondes de choc dans mon début de carrière parce que clairement, un truc à 15 000 balles, si on ne peut pas le mettre sur tout, c'est que ça valait pas 15 000 balles. Mais après, si on se pose sur quelque chose qui est déjà inflammatoire, qui est irrité, je ne sais pas si faire des ondes de choc sur ce pauvre tissu adipeux, ça soit le traitement le plus efficace qu'on puisse proposer. Après, je dirais que je pense que ça peut être intéressant sur cette capacité à désensibiliser la zone externe, mais pas vraiment sur la zone du condyle fémoral, peut-être plus largement sur le hauband externe pour désensibiliser la zone. Je dirais que ça serait un espèce de foam roll plus plus. D'accord. Et une question moi qui vais te poser, tout ce qui est étirement, tu conseilles ou pas du coup? Alors, j'ai hésité à le mettre sur les étirements parce que justement j'avais un truc. Est-ce que tu sais combien il faut mettre de newton pour, pour éventuellement étirer la bandelette iliotibiale de un demi-centimètre. Je pense beaucoup parce que vu comment c'est raide des fois. Voilà, faut mettre 900 newtons. Donc globalement, faut pas croire qu'avec votre petit étirement de hanche en extension, adduction de hanche, vous Mm. allez avoir un quelconque effet sur la capacité à rendre plus souple, plus compliant la bandelette iliotibiale. Maintenant, on va dire que quelqu'un qui est très raide, qui a une capacité à pouvoir enfin une incapacité à pouvoir avoir une extension de hanche sans que ça lui plie le genou. Oui, ça peut être intéressant quand même
comme par exemple, associé par exemple à un étirement type mesure d'angle Thomas. Donc pour les kinés, ils voient tout à fait ce que je veux dire, hein, mais l'idée c'est que je monte le genou contralatéral en hyperflexion. Ça me donne une espèce d'hypo-extensibilité de mes fléchisseurs de hanche. Ça peut être intéressant, globalement, de travailler la mobilité de hanche dans sa globalité. Maintenant, dire qu'on va étirer de façon plus spécifique la bandelette iliotibiale, si on le croit, l'important c'est d'être convaincu de son traitement, mais peut-être passer un peu plus de temps à expliquer au patient de comment réguler sa course, expliquer avec lui et passer du temps à sa modification de technique de course, je pense que c'est plus probant. Bonsoir, que pensez-vous du travail de la proprioception du genou? Merci. Oui, c'est intéressant. Proprioception de genou. Moi, je le travaille plus dans le cas d'une syndrome de bandelette, je travaille plus la proprioception dans sa globalité, mais par rapport plus à une pliométrie. C'est-à-dire que dans un continuum de contraintes, si l'on prend le continuum de, de Jill Cook, le continuum va finir par de la pliométrie. Et la pliométrie nécessite une certaine qualité proprioceptive qui peut être travaillée un petit peu en amont d'un bloc de pliométrie. Okay, je vais travailler la pliométrie, donc je vais sauter. Peut-être que ça peut être intéressant d'être sûr que j'ai un bon contrôle de mon varus à l'atterrissage, varus de genou à l'atterrissage. Oui, ça peut être intéressant. Maintenant, je dirais que quand les exercices commencent à être des exercices de cirque, peut-être on peut revenir à des choses plus simples. Ok, donc j'ai beaucoup tendance à trouver, enfin, je vois beaucoup de propositions d'exercices qui sont en lien avec déjà le gars, même s'il n'est pas blessé, s'il est capable de réussir à tenir cet exercice-là, ouais, il peut présenter un numéro qui peut être un incroyable talent, et auquel cas ça peut être pertinent. Mais là, non, je suis pas fan des exercices type proprioception ultra poussés. Maintenant, ça peut être intéressant pour développer une certaine sensation au niveau du pied. Donc les exercices de proprioception, pour moi, je ne les conçois pas en chaussures. Je pense que c'est évident qu'il faut les faire pieds nus, sauf si effectivement après vous avancez en pliométrie ou quel cas avec votre matériel de course, il faut chaussures de course. Mais globalement, la proprioception avec le plateau de Freeman, yeux fermés, machin, ça fait plus appel à votre capacité d'oreille interne que globalement à votre problème de genou. Donc oui, la proprio, mais toute proportion gardée, un bon vieux Y balance, ça suffit largement. Merci. Bah, écoute, on va attendre encore un petit peu, voir Ouais, s'il reste encore une ou deux questions, mais je pense qu'on est bien arrivé à la fin, parce qu'on a quasiment fait 1 heure. Donc, ouais, bah, c'était bien sympa, en tout cas, hein, ces échanges. C'est ouais. toujours constructif, hein. C'est vrai qu'on travaille tous dans notre coin, et puis on n'a pas forcément la possibilité d'échanger nos techniques. Donc, je pense que c'est sympa de faire des petits webinaires comme ça, et puis d'échanger aussi sur l'utilisation de matériel, de montrer un petit peu aussi comme toi, tu peux travailler avec quel matériel et puis l'utilité que tu peux en avoir. Donc, je trouve toujours ça intéressant de montrer tout ça aux autres praticiens et puis de communiquer là-dessus, quoi. Ah, mais je suis complètement d'accord. Je pense qu'on ne connaît pas assez le champ de compétences des professionnels qui traitent la même pathologie que vous. Et finalement, avoir recours à des professionnels qui ont une vision, ou tout du moins une vision de la pathologie, ou tout du moins de la problématique avec un spectre nouveau, bah, c'est toujours pertinent et toujours intéressant. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Je crois que tout le monde est en train de Ouais, progressivement s'en aller. C'est peut-être l'heure du repas. oui, Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, eh ben, écoutez, merci pour votre attention. Vous allez recevoir, je pense, un lien normalement dans les quelques minutes suivantes pour revisionner, puis pour partager ce webinaire à d'autres collègues qui n'ont peut-être pas eu la possibilité de le voir ce soir. Donc, ça sera intéressant, puis on essaiera d'en reproposer assez régulièrement sur d'autres sujets, peut-être avec toi, Thomas. Je pense ouais. que tu as encore d'autres sujets à nous partager par rapport à ton expérience. Et Bah, c'est avec grand super plaisir. sympa. Avec grand plaisir. Et Merci beaucoup. Oui, juste pour terminer, voilà, je pense que les outils technologiques, c'est bien, en abuser, ça craint, mais clairement, je pense que dans une vision d'une prise en charge moderne, par rapport à toute cette scientifisation là, de notre profession, je pense que ça va vraiment amener un œil nouveau et une plus-value à notre pratique, clairement.
Je pense aussi. Je pense qu'effectivement, on cherche toujours à quantifier maintenant le résultat d'un Ouais, traitement. Le patient a besoin non seulement de se sentir mieux, mais de visualiser qu'il est mieux, parce qu'il y a tout le côté psychologique sur ah, lequel mais on doit travailler, et le fait exact. de visualiser toute l'évolution des paramètres dans le temps, et je trouve hyper important pour l'utiliser aussi, et du coup, c'est ce traitement psychologique qu'on arrive à faire facilement en présentant les paramètres, et il comprend mieux aussi sa pathologie. Ils ont souvent du mal à comprendre leur pathologie, d'où ça provient, et en leur montrant des éléments, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus, on arrive à un résultat beaucoup plus facile aussi grâce à ça. Exact. Complètement. N'hésitez pas, donc si vous avez des questions après, ma collègue est en train de vous laisser son adresse sur laquelle vous pouvez nous contacter. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, est-il possible de revoir? Oui, ce que je disais tout à l'heure, donc on va envoyer un lien. Il y a un lien qui va être envoyé automatiquement sur votre adresse mail pour revisionner, sur lequel vous allez pouvoir revisionner complètement le webinaire. Impec. Merci beaucoup. Je regarde juste s'il n'y a pas une dernière question, mais je crois que c'était tout. Voilà, c'est tout. Les questions sont toutes bonnes. Tout a été répondu. Bonne soirée. Merci Merci à Thomas. vous. À très vite. À Merci à vous. bientôt. Au Bye bye. revoir. Au revoir.